Le génie existe-t-il ou est-ce simplement un alibi invoqué par quelques individus un peu trop sages? Quand Mozart écrivait « Oui, je me suis donné bien du mal pour vaincre les difficultés sans que cela paraisse », Johann Sebastian Bach apportait une précision. Un travail incessant, une analyse, une réflexion, beaucoup d'écriture, une autocorrection sans fin, c'est mon secret. J'ai beaucoup travaillé, quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait. Bach, Mozart, Beethoven et bien d'autres de ces personnalités ont en commun d'avoir surdéveloppé une capacité, la créativité, et surtout un travail acharné. Johann Sebastian Bach est issu d'une grande famille de musiciens. En effet, un document, probablement établi par le compositeur lui-même, donne des informations sur la généalogie et la biographie de 53 musiciens membres de cette famille. Musiciens de ville, de cour, d'église, cantors, facteurs d'instruments, chaque enfant avait donc son destin déterminé. Il suivrait l'enseignement de son père, de ses oncles ou d'un frère aîné, puis leurs traces, celles de ses ancêtres et de ses nombreux cousins. Bach naît à Eisenach le 31 mars 1685. Il est le dernier des 8 enfants de Johann Ambrosius Bach, trompettiste à la cour du duc, et de son épouse Maria Elisabeth. Il est baptisé dans la confession luthérienne. Son enfance se passe à Eisenach et il reçoit sa première éducation musicale de son père. Il est aussi initié à la musique religieuse et à l'orgue par son cousin, Johann Christoph Bach, qui est l'organiste de l'église Saint-Georges et clavecéniste du duc. Il fréquente à partir de ses 8 ans l'école de latin des dominicains d'Eisenach. Sa mère, Maria Elisabetta, meurt le 1er mai 1694, alors qu'il vient d'avoir 9 ans. Son père s'éteint quelques semaines plus tard, le 20 février 1695. Orphelin dès 10 ans, Johann Sebastian Bach est recueilli par son frère aîné, âgé de 24 ans, et élève du compositeur Pachelbel. Jeune, il aime à recopier et étudier les œuvres des compositeurs auxquels il peut accéder, parfois même contre la volonté de son aîné. La passion d'apprendre restera un de ses traits de caractère et en fera un connaisseur érudit de toutes les cultures musicales européennes. Le trait le plus saillant de Johann Sebastian, enfant, est sa puissante autonomie. Il se garde libre, il dévore ce qui lui paraît bon, il travaille, il imite, il corrige, il refait, il s'impose. Le 15 mars 1701, Johann Sebastian Bach parcourt à pied une distance de plus de 300 km pour rejoindre Lunebourg et y apprendre, outre la musique, la rhétorique, le latin, le grec et le français. Il côtoie à la cour ducale des musiciens français émigrés, notamment Thomas de la Selle, élève de Lully et professeur de danse. C'est l'approche d'une autre tradition musicale. Il parfait sa technique instrumentale à l'orgue, au clavecin et au violon. Il peut fréquenter la bibliothèque municipale de Lunebourg et les archives qui recèlent de nombreuses partitions des plus grands musiciens de l'époque. Début mars 1703, fraîchement diplômé, Johann Sebastian Bach prend un poste de musicien de cour dans la chapelle du duc Jean-Ernest de Saxe-Weimar. Il est employé comme laquais et violoniste dans l'orchestre de chambre du frère du duc. En 7 mois, jusqu'à la mi-septembre 1703, il se forge une solide réputation d'organiste et est invité à inspecter et inaugurer le nouvel orgue de l'église de Saint-Boniface d'Arnstadt, au sud-ouest de Weimar. Il a 18 ans. En août 1703, il accepte le poste d'organiste de cette église, qui lui assure des fonctions légères, un salaire relativement généreux et l'accès à un orgue neuf et moderne. Mais cette période n'est pas sans tension, il n'est apparemment pas satisfait du chœur. Des conflits éclatent et il en vient aux mains avec un bassoniste. En 1706, le consistoire lui reproche vivement sa nouvelle manière d'accompagner l'office. « Comment se fait-il, monsieur, que vous introduisiez dans vos improvisations, beaucoup trop longues d'ailleurs, des modulations telles que l'assemblée en est fort troublée. Le consistoire l'accuse aussi de profiter des sermons pour s'éclipser et rejoindre la cave à vin, et de jouer de la musique dans l'église avec une demoiselle étrangère, sa cousine Maria Barbara. » Ainsi, de l'automne 1707 à la mi-juillet 1708, il devient organiste à Mühlhausen, et il y écrit sa première cantate.
Il épouse sa cousine, Maria Barbara, dont il admire le timbre de soprano. Il doit se battre pour donner à sa femme une place dans les représentations. Ils auront 7 enfants. De 1708 à 1717, il est organiste et premier violon soliste à la chapelle du duc de Saxe-Weimar, Guillaume Ernest. Il dispose de l'orgue, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc. Cette période voit la création de la plupart de ses œuvres pour orgue, dont la plus connue, la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur. Il compose également de nombreuses cantates et des pièces pour clavecin inspirées des grands maîtres italiens et français. Bach avait la compétence, la technique et la confiance pour construire des structures de grande échelle et synthétiser les influences de l'étranger, italiennes ou françaises. De la musique des Italiens tels que Vivaldi, Corelli et Torelli, il a appris l'écriture d'ouverture dramatique. Bach a adopté ses aspects stylistiques grâce à sa méthode habituelle de travail, la transcription pour le clavecin et l'orgue. Le prince Léopold propose à Bach le poste de maître de chapelle de la cour de Cöthen, le plus élevé des postes de musicien permettant à Bach d'être appelé Herr Kapellmeister. Johann Sebastian accepte cette offre. En apprenant la nouvelle, le duc, qui venait de doubler les appointements, emprisonne le compositeur durant 1 mois, du 6 novembre au 2 décembre. Il écrira alors en prison 46 chorales. Malgré tout, durant cette captivité, le maître du contrepoint ne fera aucune tentative de fugue. Ainsi, de décembre 1717 à avril 1723, Johann Sebastian est maître de chapelle à la cour du prince Léopold. Le prince est un brillant musicien et il joue avec talent du clavecin, du violon et de la viole de gambe. La musique représente dès lors le quart du budget, pourtant limité, de la principauté, qui devient un important centre musical. Le prince traite ses musiciens comme ses égaux. Il les emmène à Karlsbad pour prendre les bains et il joue souvent avec eux, parfois même chez Bach. Son poste lui offre d'ailleurs un certain confort pécuniaire et le prince Léopold, lui-même, devient le parrain de Léopold Augustus, le dernier enfant de Johann Sebastian. Cette période heureuse est propice à l'écriture de ses plus grandes œuvres instrumentales, comme le premier livre du clavier bien tempéré, les 6 concertos brandebourgeois, la suite orchestrale numéro 3. Mais sa femme Maria Barbara meurt le 7 juillet 1720, et cet événement le marque profondément. Il en est d'autant plus bouleversé qu'il n'apprend la mort et l'enterrement de son épouse qu'à son retour de Dresde. Il se remarie 1 an et demi plus tard avec Anna Magdalena Wilke, fille d'un grand musicien et prima donna de la cour de Cöthen. Il songe à quitter cet endroit empli de souvenirs. Il postule à Leipzig, mais malgré sa réputation, il n'est pas le premier choix. Ainsi, le docteur Platz, membre du conseil, révèle dans sa correspondance: pour des raisons importantes, la situation est délicate et puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. Bach est choisi le 22 avril 1723. C'est peu après sa nomination qu'il composera d'ailleurs La Passion selon Saint Jean. Toute la famille s'installe à Leipzig le 22 mai 1723 et y séjourne jusqu'à sa mort en 1750. Il est responsable de l'organisation musicale des 2 églises principales de la ville et enseigne la musique aux élèves de Saint Thomas. Il doit ainsi fournir de très nombreuses partitions et constitue un ensemble de 5 années de cantates pour tous les dimanches et jours de fête, sans compter le Magnificat, les Passions et autres œuvres. De ces 300 cantates supposées et probables, 1 tiers environ a malheureusement été perdu. Il se heurte souvent à la jalousie de ses confrères qui forcent notamment les élèves à boycotter ses leçons de musique. Il eut sans cesse des rapports tendus avec les autorités civiles et religieuses de la ville, ce qui le pousse plusieurs fois, mais sans résultat, à chercher une meilleure situation ailleurs. En guise de consolation, malgré tout, de 1739 à 1744, il organise des représentations musicales au Café Zimmermann pour des amateurs de musique. Les 10 dernières années de sa vie, renonçant aux activités attachées à la fonction de cantor, Bach limite sa production essentiellement à la musique instrumentale, mais il commence à perdre la vue en 1745 et bientôt ne peut plus travailler. Au cours d'une visite à Leipzig, le chevalier John Taylor, ophtalmologue probablement autoproclamé, opéra Bach par 2 fois, le rendant totalement aveugle et causant peut-être indirectement sa mort.
La description faite de l'opération par un contemporain aide à comprendre le sort du compositeur. Taylor ôte le cristallin de l'œil en fourrant dans la cornée ou le blanc de l'œil un petit fer pointu d'un demi-pied de long, soit 15 à 16 cm. En 1758, Handel s'en remettra également à l'art du chevalier John Taylor, mais le médecin échouera encore et le compositeur restera lui aussi aveugle. John Taylor entrera ainsi dans l'histoire pour avoir probablement abrégé la production de deux des plus grands compositeurs de l'époque baroque, Bach et Handel. L'écrivain Samuel Johnson disait de lui qu'il était un exemple du point où l'impudence peut porter l'ignorance. Presque miraculeusement, le 18 juillet 1750, Bach recouvre soudainement la vue, mais quelques heures plus tard, il est victime d'une attaque d'apoplexie et meurt le 28 juillet en début de soirée. Anna Magdalena lui survit 10 ans, vivant dans la précarité. Prolifique dans tous les domaines, Bach eut 20 enfants de ses 2 mariages successifs. Certains d'entre eux suivirent l'exemple de leur père dans son amour de la musique, de la création, de Dieu et du travail incessant. Oui, le maître disait « J'ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait. » Puis, le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Quel message pour symboliser peut-être le tribut qu'un être doit pour s'autoriser le repos éternel.